Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, les ministres dans les écoles pour tâter le terrain afin d'évaluer le niveau des préparatifs de la rentrée scolaire prévue le 4 novembre prochain. Bemba Sibi nous dira, après les ministres, quel est le visage des établissements scolaires visités. Notre dossier de ce lundi est consacré aux ralentisseurs sur nos routes qui sont posés de façon anarchique à tort ou à raison au détriment des usagers. Awa Traoré nous en parlera. Hors du Mali au Sénégal, c'est parti pour la campagne de législative anticipée du 17 novembre prochain avec l'ouverture de la campagne présidentielle. Le duel sera serré entre le PASTEF le parti au pouvoir et la coalition de l'opposition amenée par l'ancien président Macky Sall. Aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite pour la présidentielle. Kamala Harris sera dans le Michigan, tandis que Donald Trump, lui, ira en Géorgie. Quant au président sortant, Joe Biden, il votera ce lundi. Et puis en Chine, depuis quelques mois, notre collègue Brahma Traoré nous ouvrira les portes du musée africain de Xinjiang dirigé par un Malien. En sport, Fotiki Tunkara sera là pour nous parler de la Coupe du numérique et qui de Vinicius Junior du Real de Madrid et Bellingham, son partenaire, ou Rodri de Manchester City sera Ballon d'Or ce soir, puisque c'est à Paris, à Châtelet, qu'on désignera ce soir le meilleur joueur européen de l'année. En attendant, Erik ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, vient d'être limogé par son club. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres. Le lundi prochain, 4 novembre, les élèves reprennent le chemin de l'école. La date de la rentrée scolaire avait été décalée en raison de l'état de catastrophe nationale. Plusieurs écoles à travers le pays ont servi d'abri pour les sinistrés. À quelques jours de l'ouverture des classes, les autorités sont descendues sur le terrain pour s'inquérir de l'état d'avancement de la libération des écoles. Si la plupart des écoles ont été libérées ou en cours de libération, certaines demandent des travaux de réhabilitation avant la rentrée des classes et les membres du gouvernement ont rassuré sur les dispositions prises dans ce sens. La synthèse des visites de terrain des ministres avec Bemba Sibi. Les élèves vont reprendre la route de l'école. Le doute des plus sceptiques a laissé la place à l'espoir des optimistes après la visite de certains établissements de la capitale par les membres du gouvernement. Les écoles se vident de leurs occupants temporaires, a constaté le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale. Le général de division Abdoulaye Maïga, accompagné de deux de ses collègues, se sont rendus successivement au groupe scolaire Mamadou Goundo Simaga de Badlabougou, où ils ont trouvé une cour et des classes vides. Les occupants ont libéré les lieux. À l'école de Mayambougou Marché, certains occupants sont encore sur les lieux, mais leurs effets sont déjà en train d'être évacués. D'après ce qu'ils nous ont confié, c'est sur instruction express du gouverneur qu'ils ont été appelés à quitter les lieux. Les mêmes instructions du gouverneur de Bamako ont été appliquées à la lettre à l'école communautaire Père Tim 6 au quartier Sans Fil, au groupe scolaire Sega Diallo de Bozola et l'école fondamentale de Ifabako à Sebeninkoro, a constaté le ministre de l'Éducation nationale accompagné de 4 de ses collègues. La visite de terrain a permis de savoir que l'école fondamentale de Ifabako à Sebeninkoro porte encore les stigmas des inondations. Ici, des travaux sont nécessaires pour accueillir les élèves pour la rentrée des classes. La délégation s'est rendue ensuite au groupe scolaire de Sebeninkoro ABC, un établissement choisi comme plan B pour accueillir les élèves de Ifabako si les conditions ne permettent pas la reprise des cours dans cette école embourbée dans un marécage. Les établissements de l'académie d'enseignement de Kalabankoro, notamment le groupe scolaire Mamadou Kunta et l'école publique de Katibougou, sont aptes à recevoir les élèves le 4 novembre 2024. Un constat fait par le ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de la jeunesse et des sports lors d'une visite guidée dans ces établissements. Toutes ces écoles visitées ont désormais un dénominateur commun, prêtes pour la rentrée scolaire 2024-2025. Une rentrée prévue le 4 novembre prochain. D'ici là, à Caï, on réfléchit sur le budget primitif du conseil régional de la ville. Plus de 10 milliards de francs CFA sont sur la table des participants. Brahima Dao depuis la cité d'Araï pour plus de détails.
Il s'agissait au cours de ce débat public de présenter à l'ensemble des forces vives de la région l'avant-projet de budget au titre de l'année 2025 avant son adoption. Coût du budget 11 milliards 291 millions 500 000 francs CFA, dont 6 milliards 257 millions 500 000 francs en recettes et 5 milliards 34 millions en investissement. Bandjougou Diawara, président du conseil régional d'Ekaï. Le conseil régional est une collectivité territoriale qui est là pour le développement économique et régional, donc qui est là pour les populations. Et ce sont les populations, ce sont les contribuables de notre budget. Un document important qu'est le budget ne peut pas être examiné uniquement, en tout cas et approuvé par les conseillers, même s'ils sont mandatés par ces mêmes populations, sans que nous ne passions à la base pour demander en tout cas la réaction, l'avis, en tout cas les impressions ou même les observations et même sur les suggestions. Le représentant du gouverneur a encouragé les collectivités régionales à œuvrer plus pour le respect des lois. Bouakari Traoré, conseiller aux affaires administratives et juridiques au gouvernorat de Caille. Le débat public est un exercice annuel édicté par les dispositions du Code des collectivités. C'est pour nous un exercice démocratique qui démontre la vitalité de nos collectivités et un indicateur aussi important en matière de décentralisation. Notons qu'au cours de ce débat public sur l'avant-projet de budget primitif pour l'exercice 2025, le président du conseil régional a présenté aux participants le nouveau premier vice-président de l'institution en la personne de Founé Kamara, élu il y a 11 jours, Kai Brahima Daou Sidi Aïdara pour le RTM. 13h07, actualité hors du pays au Sénégal. Les candidats aux élections législatives du 17 novembre prochain ont débuté hier leur campagne électorale. Les deux grandes coalitions, notamment le PASTEF du parti au pouvoir du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et l'intercoalition qui regroupe l'ancien président Macky Sall, l'ancien premier ministre Amadou Ba et l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall ont sillonné les rues de la capitale par des caravanes. Après cette étape, les différents candidats vont être soumis au temps d'antenne sur la RTS, la télévision nationale du Sénégal. 3 minutes pour chacun par jour pour convaincre les électeurs dans des clips de campagne. À rappeler que ce scrutin est prévu le 17 novembre. En République démocratique du Congo, malgré le cessez-le-feu sous l'égide de l'Angola, les forces armées congolaises et les rebelles de M23 continuent de se battre. Et hier, les rebelles ont été stoppés dans leur avancée pour la première fois depuis mi-octobre par les forces armées congolaises. Ces affrontements ont eu lieu dans l'est du pays. Enfin, aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump, principaux candidats à la présidentielle américaine, poursuivent leur marathon électoral à une semaine du scrutin. Kamala Harris, cette semaine, sera dans le Michigan où elle doit faire face à la colère d'une partie de l'importante communauté américano-arabe contre le soutien des États-Unis à Israël dans ses guerres à Gaza et au Liban. De son côté, Donald Trump, lui, ira en Géorgie où il va s'adresser aux pasteurs et chefs religieux avant de tenir un meeting à Atlanta. Toujours présidentielle américaine, plus de 41 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée pour ce scrutin. Le président sortant, Joe Biden, doit voter ce lundi selon la Maison-Blanche des États-Unis, direction la Chine. Un musée africain dans une université chinoise, une première dans l'histoire de l'Empire du Milieu. Le dit musée situé dans la province de Xinjiang ouvre ses portes aux journalistes africains. À sa tête, un Malien du nom de Yoro Diallo. Dans ce musée, 500 objets ethnographiques, instruments de musique et tableaux d'art sont exposés. Il s'agit de permettre au public chinois de découvrir les potentialités culturelles du continent. Immersion dans le premier musée africain en Chine sous la conduite de notre envoyé spécial Brahma Traoré dans la province du Xinjiang. Avec ses 7 millions d'habitants, Xinhua, capitale de Xinjiang, abrite un patrimoine culturel. À la découverte de ce temple du passé, un groupe de journalistes africains en formation en Chine. Le musée africain de l'université normale de Xinjiang est perçu comme une contribution au redressement de la vérité historique. Soyez les bienvenus. Sous la conduite du directeur du musée, le Malien Yoro Diallo, c'est la découverte de l'Afrique en miniature, à commencer par la section d'objets ethnographiques, notamment des masques et des statuettes, des objets dont les plus anciens remontent à la création du musée en 2010. Ça veut dire peuple et Tinga peuple. Quand vous le voyez, là il y a deux parties, sinon trois parties. Cette grande partie qui ressemble à quoi? À un gorille. Et là, it look like, il ressemble à un singe. Un chef doit aussi être capable de voir très loin et de près, de savoir se taire quand il est nécessaire, aussi de savoir parler quand il est nécessaire et de savoir ne rien voir quand il est nécessaire. Ça s'appelle le conseiller du roi, le conseiller du chef.
Dans ce musée, la section textile et instruments de musique séduit aussi les visiteurs. Elle permet d'apprécier le génie africain. Sur les pas du professeur Yoro Diallo, on admire également une collection de tableaux d'art. Un espace de découverte d'une page sur l'histoire des relations sino-africaines. La Chine a construit 80 stades en Afrique, 100 ports et des projets agricoles au niveau de 500. Les communications, network de 150 000 km, 150 hôpitaux et 10 000 km de rails et 170 écoles et 100 000 km de routes en Afrique. Au total, 500 pièces sont exposées ici. Elles sont pour la plupart des dons des diplomates et autres acteurs. Ces objets témoignent de l'histoire et de l'identité d'un continent culturellement riche et varié. Entre la Chine et l'Afrique, les relations économiques sont excellentes, les relations politiques sont excellentes. Mais en termes de culture, nous avons besoin de plus en plus d'échanges pour nous connaître, mieux connaître les uns et les autres. Et c'est l'objectif de ce musée. Et aussi pour faire comprendre aux jeunes Chinois que l'Afrique, ce n'est pas un pays, mais c'est un continent avec 54 pays. Et dans chaque pays, c'est une diversité culturelle, tout comme en Chine. Dans la salle de conférence de l'établissement, les échanges se poursuivent entre les responsables de l'Institut et les journalistes. Cette visite de quelques heures aurait été pour les confrères un cours sur le riche patrimoine culturel du continent et les acquis sur les relations sino-africaines. Alfred Nibona, journaliste burundais. Je ne m'attends pas à ce qu'on puisse découvrir des choses pareilles ici, les choses qui relatent de la tradition, de la culture africaine. Ça montre quelque chose de connexion entre la Chine et l'Afrique. Suleiman Djamsi, journaliste sénégalais. Ce musée suscite beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt chez le public chinois parce que beaucoup parmi eux ne connaissent pas très bien l'Afrique. Et effectivement, ce musée constitue une aubaine, constitue une opportunité à ce public, aux étudiants chinois, de découvrir les merveilles africaines. Our area. Voilà. Au terme de ce voyage dans le passé au présent, les visiteurs semblent partager une conviction, à savoir l'Afrique se doit de s'ouvrir davantage au monde pour mieux se vendre et se faire respecter. Sinwa Brahma Traoré pour l'ORTM. China and Africa. À 13h12 de Tincha et retour à Bamako pour parler d'un autre titre de ce 13h. Il s'agit de notre dossier consacré aux ralentisseurs sur des routes goudronnées afin de réduire l'excès de vitesse. Il s'agit d'un équipement qui permet de réduire la vitesse. La forme adodane et la forme trapézoïdale sont deux types de ralentisseurs fréquemment rencontrés sur nos routes. Mais les ralentisseurs aujourd'hui constitue un sérieux problème dans le paysage routier du pays. Nous assistons non seulement à leur installation anarchique, mais à une augmentation accrue des ralentisseurs qui sont posés non par des demandeurs, notamment la mairie ou les collectivités, mais par des usagers qui veulent se rendre justice. Alors, pourquoi cette pléthore de ralentisseurs? La réponse dans ce dossier signé à Ouatraoui. Ces ralentisseurs sont les causes de beaucoup de décès. J'ai un neveu qui a failli se tuer avec. Aminata Traoré est enseignante au secondaire. La vie de son neveu a basculé du jour au lendemain. Et cela à cause d'un accident lié au ralentisseur. Puisqu'il ne l'avait pas vu, donc il a été surpris. Donc il a perdu complètement le contrôle de sa mobilette. Tombé mobilette complètement cassée et lui-même il a ouvert son arcade sourcilière. C'était des plaies pas possibles à voir. Destiné à réduire l'excès de vitesse et à assurer la sécurité des usagers sur les routes, les ralentisseurs semblent produire l'effet contraire dans notre pays. D'après Aminata Traoré, enseignante au secondaire. Les ralentisseurs, ça crée des problèmes. Les gens qui sont décédés. Toutefois, certains usagers apprécient l'installation de ces ralentisseurs. C'est le cas de Sidi Mohamed Sidibé, usager. Moi, je trouve que ces ralentisseurs-là sont là pour nous, les usagers. Ça nous protège. Une chose est claire, les ralentisseurs ne sont pas un mal en soi, mais leur installation pléthorique et anarchique semble causer plus de tort que de bien. Moussa Doumbia, usager. Les ralentisseurs ont beaucoup d'avantages, surtout dans les zones urbaines, car la circulation est dense, surtout devant les écoles et les publics. S'il faut se réjouir de l'installation des ralentisseurs sur des routes accidentogènes,
Il est toutefois regrettable que leur installation soit systématisée. Les auteurs de ces délits s'en défendent. Citoyens anonymes. Un enfant a été gravement renversé par une moto à la devanture de notre maison. Les motocyclistes roulent en toute vitesse dans les rues. Cela cause des accidents. Face à cette situation, quelle est la responsabilité de la municipalité? Adama Konaté, 3e adjoint au maire de la commune 5 du district de Bamako. La mairie enregistre les demandes des ralentisseurs. La demande peut être individuelle, comme elle peut venir d'une communauté. En tout cas, nous n'avons aucune disposition par rapport à l'entretien des ralentisseurs. Blaise Dena, chef de département, audit et réglementation à l'ANASER. Un ralentisseur, c'est un obstacle placé dans l'axe de nos routes, dans l'objectif de diminuer la vitesse. Les ralentisseurs, vous verrez qu'il y a deux formes. Il y a les formes d'Odan. Les formes d'Odan, la hauteur varie entre 9 cm à 11 cm. Et la largeur varie entre 2,30 et 2,70. Maintenant, les ralentisseurs de type trapézodal. Vous verrez 3 parties. Une partie qui monte, une partie plate, une partie qui descend. Que prévoit la loi en cas d'installation anarchique de ralentisseurs? On ne peut pas faire des ralentisseurs sans autorisation. La demande est toujours adressée à la DGR, la Direction Générale des Routes, dans une région, au directeur régional des routes. Parce que quand vous posez un ralentisseur de manière anarchique, vous posez seulement l'obstacle et il n'est pas signalé. C'est des accidents que vous provoquez. Ça, c'est un risque en ce moment. Vous répondrez de vos actes. À l'évidence, bon nombre d'usagers sont victimes de ralentisseurs anarchiques, mais aucune statistique n'est disponible pour le moment. Il n'a aucun ralentisseur pour l'information sportive. Il sera là dans un instant. Les mains pleines. Nous allons accueillir Fotiki Tunkara après le générique. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille celui que j'appelle affectueusement Dougouti Fotiki. Bonjour et bienvenue. Bonjour Swanda, bonjour à tous. Tout d'abord, parlons du tournoi Foisonna qui se déroule au Sénégal pour la qualification à la CAN U17. La phase des poules s'achève demain mardi. Oui, ce sera l'issue de la 3e internationale du groupe B avec 2 rencontres qui se jouent en simultané à partir de 16h au stade Lat-Dior de Thiès. Le Mali, leader du groupe B avec 6 points, est déjà qualifié pour les demi-finales, affrontera la Mauritanie qui, avec un petit point, joue sa survie dans la compétition. Dans l'autre rencontre du groupe Al-Nanes du stade Ablaouad de Djamnadio, la Guinée-Bissau avec un seul point joue également sa survie face à la Sierra Leone, deuxième du groupe avec 3 points. Si la bataille s'annonce rude entre les 3 autres équipes pour la deuxième place du groupe, cette 3e journée est sans enjeu sportif pour le Mali qui déjà est sûr de terminer premier du groupe, quels que soient les résultats de cette 3e journée. Dans le groupe A, le groupe A donc connaîtra son épilogue cet après-midi au stade Lat-Dior de Thiès avec la dernière rencontre qui mettra aux prises la Gambie et le Libéria à 16h. Le Sénégal, premier du groupe avec 2 victoires, est donc exempté en cette ultime journée. Ces 2 victimes, le Libéria 0 points moins 1 et la Gambie 0 points moins 2, se battront pour la 2e place qualificative pour les demi-finales. C'est-à-dire qu'en cas de nul, c'est plutôt le Libéria qui va donc accompagner le Sénégal pour les demi-finales dans ce groupe B. Elle a débuté le week-end. Elle a débuté le week-end, je parle de la Coupe du numérique. Eh bien, cet après-midi, la redoutable et grande équipe de l'URTEM fera son entrée en lice. C'est vrai que souvent on lève le pied, mais difficile de battre cette équipe de l'URTEM et la HAC va en savoir cet après-midi. Absolument. Au compte donc de la première journée du groupe B cet après-midi sur le terrain synthétique à ACI 2000, l'URTEM affronte la HAC en ouverture du tournoi jeudi. La GTIC a battu Move Africa par le score d'un but à 0. Je rappelle que le groupe B est donc composé de l'ORTEM, de la HAC, de la MAPA, de la SMTT, de la GFO et de la POS. Le groupe A est constitué de la GTIC, de Move Africa, Atel, Orange et de l'AMRTP. Cette édition 2024 est parrainée par le directeur général de l'ORTEM, faut-il le rappeler, et les auditeurs donc de la chaîne D pourront suivre à la radio la victoire de l'ORTEM sur la HAC. Vous avez tantôt parlé donc de redoutable équipe de l'ORTEM et je sais que sans nul doute elle va vaincre celle de la HAC cet après-midi.
tu n'aimerais pas être en tout cas à la place des adversaires de l'URTM dans cette Coupe du numérique, même si cette équipe de l'URTM va évoluer sans Fotiki Tunkara Ousmane Ndao. Football féminin à présent, le tournoi de montée en Ligue 1 va jouer sa deuxième journée hier. Oui, cette deuxième journée du tournoi de montée en Ligue 1 malien de football féminin a enregistré les résultats suivants dans la poule A. L'Arc de Tombouctou et Tigresse de Bougouni se sont neutralisés 0-0. Teria de Sans s'est imposé devant les FC Tafine de Koulikro 3-1. C'est par ce même score 3-1 que Tigresse de Caille s'est imposé devant Badignan FC de Mopti dans la poule B, contrairement à ce qu'on avait annoncé ce matin. Deuxième victoire donc d'affilée pour les Caïsiennes qui assurent leur montée en Ligue 1 malienne de football féminin. Si le groupe B donne ainsi son verdict, l'épilogue du groupe A s'est fait encore attendre. Toujours restons avec le football féminin, mais cette fois-ci très loin de Mali, en République dominicaine. On va parler de la Coupe du Monde consacrée au U17. Les affiches des demi-finales sont désormais connues. Oui, États-Unis, Corée du Nord et Espagne, Angleterre, voilà les affiches donc des demi-finales du mondial féminin des moins de 17 ans, édition 2024 en République dominicaine. En quart de finale disputée hier, l'Espagne a rossé l'Équateur 5-0. De son côté, l'Angleterre a eu raison du Japon 4-1 au tir au but après une parité de 2 buts partout au bout du temps réglementaire. Samedi, la Corée du Nord a éliminé la Pologne 1-0. Les États-Unis ont écarté le Nigeria 2-0. En demi-finale, mercredi, les États-Unis affronteront la Corée du Nord à 23h temps universel et jeudi à la même heure, l'Espagne jouera contre l'Angleterre. À présent, on va prendre la direction de la France où tous les jeux seront arrivés ce soir au théâtre du Châtelet pour qui? De Vinicius Junior, de Jude Bellingham ou de Rodrigo de Manchester City sera Ballon d'Or, c'est-à-dire meilleur joueur européen cette saison. En tout cas, la plupart des observateurs ont presque brisé le suspense quand même. Ce sera donc à l'issue de la cérémonie du 68e Ballon d'Or qui récompensera notamment le meilleur joueur et la meilleure joueuse de la saison dernière au Théâtre du Châtelet à Paris. Chez les hommes, Vinicius Junior, vainqueur notamment de la Ligue des Champions d'Europe de football et du Championnat d'Espagne avec le Real Madrid, est pressenti grand favori pour décrocher le précieux trophée. Chez les dames, la tenante du titre Aitana Bonmati, qui a donc notamment remporté la Ligue des Champions en étant élue meilleure joueuse de la finale, est favorite à sa propre succession avec sa coéquipière à Barcelone, Alexia Putellas. D'autres récompenses seront décernées au cours de cette soirée avec le trophée Copa pour le meilleur joueur de moins de 21 ans, le trophée Yachine pour le meilleur gardien de but, le prix Socrates pour un joueur ou une joueuse impliquée dans des projets sociaux et caritatifs et le trophée Gerd Müller pour le meilleur buteur de la saison. Alors, vous l'avez dit, qui succédera à Lionel Messi et Aitana Bonmati? La réponse, c'est ce soir à partir de 19h45 temps universel. Si je vous demandais votre favori? Bon, je pense que tout comme la plupart des observateurs, parce que je pense que réellement il y a les talents, mais je crois qu'il y a la cote aussi. Et par rapport aux autres prétendants, le Brésilien semble le plus coté. La réponse dans nos futures éditions sportives, qui de Vinicius Junior, Jude Bellingham ou de Rodri sera Ballon d'Or européen. Fotigi a parlé tout à l'heure du prix Lev Yachine. Il faut noter que c'est le seul gardien dans l'histoire de 56 ans maintenant qui a eu le Ballon d'Or. On termine par cette nouvelle qui vient de tomber, le limogeage de Erik ten Hag de Manchester United. Ah oui, absolument. La nouvelle vient donc de tomber. Il y a juste quelques instants, Manchester United a annoncé dans un communiqué officiel le départ de son entraîneur Erik ten Hag. Après 2 années au club, Erik ten Hag, arrivé en avril 2022, quitte le club en ayant remporté des trophées nationaux, la Carabao Cup en 2023 et la FA Cup Coupe d'Angleterre en 2024. Nous sommes reconnaissants envers Eric pour tout ce qu'il a fait pendant son séjour parmi nous et nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir, indique le communiqué. Manchester a également annoncé la nomination de Ruud van Nistelrooy en tant qu'entraîneur principal intérimaire avec le soutien de l'équipe actuelle. Van Nistelrooy, un nom qui a résonné très Absolument, fort. un ancien de la maison. Tout à fait. Et vous n'êtes pas un ancien de ce journal, mais plutôt un fidèle. À 13h passées de 24 minutes, à Logo Kakoulou à Dramane, région de Caille, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Bintou Traoré, mise en ligne, Badi Touré, réalisation, Soumaou Aïdara, Amida Mélé. Restez sur votre position d'écoute. Dans un instant, Kani Keita sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Le prochain radio avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez avec Koumba Sissi. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt.